Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie qu'on explore ensemble l'œuvre de George Orwell 1984. Alors, pour vous faire un peu l'historique avec cette œuvre, il se trouve que j'avais vu il y a un moment, il y a longtemps, la pièce de théâtre en premier. Et ça m'avait appelé, je m'étais dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui m'appelle parce que j'ai l'impression que ce qui nous est montré n'est pas forcément le message. Voilà, que le message en fait était un peu plus caché que ce qui nous était montré. Et en fait, ça c'est revenu lorsque j'ai vu le film de 1984. J'ai vu le film et en fait, pendant tout le film, il y avait un contraste entre, ben, on va dire, l'aspect très anxiogène de cette société qui est dépeinte, et en même temps, le réalisateur a construit donc un contraste avec des passages du film où on est dans une grande prairie verte étendue et qui symbolise en fait l'espace du rêve, appelé donc le pays doré, qu'on retrouve aussi dans le livre. Mais du coup, quand j'ai vu le film, je voyais le contraste avec cette donc société totalitaire, complètement anxiogène, qui nourrissait vraiment la dimension de peur, et en même temps toute la dimension du rêve à laquelle était connecté donc le personnage principal de Winston, et qui est donc mis en lumière dans le film par ces passages donc dans la prairie où c'est très vert, c'est très étendu, euh, on sent voilà ce calme, cet apaisement. Et je m'étais dit, tiens, malgré la fin, donc bon, il va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Malgré la fin du film où il est torturé et il abdique en disant que bah, il aime Big Brother, et bah pendant tout le film, moi je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui me dit que George Orwell a caché une clé d'espoir, et ça ne se voit pas au premier abord. Mais déjà dans le film, quand j'ai vu ces passages donc dans la prairie dorée, je me suis dit, en fait, il y a une clé qui se situe dans l'espace intérieur, donc l'espace intérieur en tant qu'être, qui permet en fait de garder cet espoir, et même face à un extérieur complètement totalitaire, où tout est manipulé, où tout est transformé, dévié, inversé, eh bien on peut garder cet ancrage intérieur d'espoir, et comme une boussole aussi, parce que pour Winston, en fait, tout le long de l'histoire, il y a cet espace du rêve qui représente vraiment sa boussole intérieure où il va recevoir des informations. Et il y a aussi tous ces souvenirs qui viennent en fait nourrir l'intuition de Winston qui se dit mais non, il y a autre chose que ce qui m'est dit. La vérité existe autre part que dans tout ce qui est construit d'un point de vue, on va dire, médiatique, d'un point de vue culturel. Lui, il y a cet espace qui est encore, on va dire, conservé, qui lui permet en fait de trouver cette intuition, de refuser ce qui est donné tel quel et d'aller chercher plus loin. Et en fait, donc ça c'est vraiment mis en lumière dans le film. Et quand j'ai lu le livre, donc là récemment, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, comme vous voyez, j'ai pris pas mal de notes. Donc je suis rentrée dans cette grande aventure de 1984 avec vraiment cette intuition que George Orwell nous avait pas uniquement offert une œuvre anxiogène et qui finit avec bah, finalement le personnage qui abdique, et comme si en fait il n'y avait pas de porte de sortie. Au contraire, je pense qu'il n'a pas mis de porte évidente comme on pourrait l'attendre, mais en fait il a glissé des fenêtres, des accès qui font que tout au long du livre, en tout cas tout au long de ma lecture, j'ai nourri cet espoir dans ce monde horrible. J'ai nourri l'espoir, en fait, ce même espoir que le personnage principal, Winston, nourrit. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment et où se situe cette clé.
Donc déjà, il y a une phrase de George Orwell qui m'a mis sur cette piste, qui, qui dit ils craignent l'amour, donc ils craignent au pluriel l'amour, parce qu'ils créent un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc ils craignent l'amour, donc on va dire les personnes qui essayent de façonner le monde en le dénaturant de son essence, ce qui fait qu'on est une humanité, qu'on est humain, et bien ceux qui essayent de dénaturer ça craignent l'amour parce que cet amour en fait crée un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et pour moi c'est toute l'essence du récit de 1984 et toute la boussole intérieure de Winston le personnage, tout simplement parce que lui déjà il se questionne, il remet en question cette société complètement inversée au point que le ministère de l'amour, en fait, c'est le ministère de la haine, le ministère de la vérité, en fait, c'est là où on falsifie tous les documents, toute l'histoire pour en faire un mensonge. Donc on se rend bien compte que tout est inversé, toutes les valeurs humaines sont complètement détournées, déviées. Et Winston, lui, quand même, il se questionne, il y a quelque chose en lui qui lui fait dire mais non, je sens qu'il y a une autre vérité qui existe et cette vérité en fait elle est c'est comme ce sentiment intérieur inné qui est l'intuition, l'inspiration, comme s'il y avait autre chose qui le guidait que uniquement ce qu'il peut voir avec les sens physiques. Et je trouve que ça c'est super important pour le livre. Et d'ailleurs il y a un aspect qui le traduit très bien, c'est tout simplement la disposition de l'appartement de Winston. Il faut savoir que voilà, dans 1984, tous les humains sont surveillés à travers donc, des écrans, à travers cette image de Big Brother qui surveille à travers des écrans qui sont présents partout, même dans les appartements personnels, il y a cet écran qui surveille et le moindre recoin, on est surveillé, entendu, observé. Donc on n'est pas libre de penser, on n'est pas libre en fait de ses mouvements, de ses paroles, sous couvert voilà, d'être entendu, vu et donc d'être exécuté. Donc voilà. Sauf que dans l'appartement de Winston, c'est intéressant parce qu'en fait, sa disposition d'appartement fait en sorte que, eh bien, tout simplement, il ne peut pas être vu à un certain endroit. Le téléécran du living room était pour une raison quelconque placé à un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver comme il était normal dans le mur du fond où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur le plus long qui faisait face à la fenêtre. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du téléécran. Mais il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pouvait être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui avait en partie fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait maintenant entreprendre. Donc là, on comprend, à travers cette métaphore de l'espace de son appartement, eh bien ça décrit en fait l'agencement de son propre espace intérieur à Winston, c'est-à-dire que en lui, il y a une partie qui n'a pas été manipulée, déviée, influencée et soumise en fait au regard de Big Brother et qui a cette partie qui est protégée et qui va lui permettre en fait de faire naître en lui toutes ces réflexions, toutes ces reconnexions à cette connaissance à travers de l'histoire, mais de ses propres souvenirs et de sa propre humanité. Et ça va se traduire parce qu'en fait, dans cet espace, dans cette alcôve, là où il n'est pas surveillé, eh bien, il va se mettre à écrire son journal. Et le journal, ça va être encore voilà, une prolongation de cet espace intérieur avec lequel il va pouvoir exposer ses pensées, relationner et réfléchir. Donc il y a vraiment, voilà, dans la description rien que de l'appartement, on a déjà une clé incroyable pour comprendre comment eh bien, Winston lui-même peut avoir cet espace qui est pur et protégé. Et en fait, cet espace à l'intérieur de Winston,
est très important pour tout le long de l'histoire, parce qu'en fait c'est cet espace-là qui va lui permettre en fait de garder le cap sur ses idéaux, son humanité. Et en fait, il faut savoir que cet espace, il est présent grâce à une clé en particulier qui est sa maman. Parce qu'il faut savoir que tout au long du livre, en fait, on comprend qu'il y a une relation donc d'amour qui se crée avec Julia, donc un personnage féminin. Voilà, il faut savoir que dans le monde de 1984, les histoires d'amour ne peuvent pas avoir lieu car tout est agencé pour que les êtres humains du parti, parce qu'en fait il y a vraiment une pyramide, tout en haut il y a Brick Brother, après il y a les gens du parti, donc vraiment intérieurs, donc c'est un peu les petites mains du parti qui permettent de gérer les hiérarchies et tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, c'est un peu voilà les petites mains qui tiennent les ficelles. Et après, il y a le parti extérieur. Donc eux, on va dire, ils permettent de donner de la force, de l'énergie à ces petites mains qui manipulent. Et en dessous, après, il y a les prolétaires. Ça, c'est vraiment un peu vu comme du bétail qu'on va tout simplement divertir. Euh, ouais, divertir pour qu'il n'ait plus à penser. Et d'ailleurs, ça fait un peu penser à la société aujourd'hui, un peu comme elle a agencé, c'est-à-dire une certaine élite intellectuelle qui tiendrait les ficelles du grand narratif et derrière la population qui est divertie pour ne pas s'intéresser à la vraie histoire, aux vrais problèmes de fond. Donc qui est divertie à travers, là dans le livre, il y a une loterie par exemple, donc les gens sont vraiment intéressés par cette loterie où ils peuvent gagner de l'argent, où la sexualité est complètement consentie comparée aux parties où elle est complètement euh, dénuée de tout sens sacré pour en faire juste quelque chose de physique où on crée des bébés mais sans amour, sans rien. Alors que chez les prolétaires, bon, elle est autorisée, mais on va dire, elle est encouragée dans le sens plus de l'ordre du divertissement. Voilà, on désacralise la chose pour en faire un divertissement à travers la pornographie ou ce genre de choses, ou la prostitution. Donc voilà, il y a vraiment une désacralisation, ça existe, mais de façon complètement désacralisée. Donc il y a vraiment ces différentes échelles, et, Winston, lui, se situe donc dans le parti extérieur, donc les petites mains qui permettent en fait de nourrir voilà, le parti intérieur et Big Brother. Donc ça c'est important parce que Winston, donc, il fait partie de ce parti, même s'il est un peu extérieur, mais il se pose des questions, il le remet en question. Et il faut savoir que Winston, cet espace intérieur, il ne vient pas de nulle part. Il vient en fait tout simplement de l'amour. Et c'est pour ça que j'avais envie de retenir cette phrase de George Orwell sur l'amour. C'est vraiment, en fait, ils créent un monde qu'ils veulent contrôler, donc tout est contrôlable, le mental des gens, tout ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'amour, et qui est vraiment la clé du récit, la clé de l'espoir. Et donc, comme je l'ai dit dans le livre, Winston va avoir une attraction pour Julia, qui est une autre membre du parti, qui appartient à la Ligue Junior Anti-Sexe, donc vraiment qui a une ceinture rouge autour de la taille, pour montrer voilà, qu'on est dans une forme d'antisexualité, mais à son paroxysme, où on rejette toute forme en fait d'attraction, d'amour, de façon très sévère. Voilà, cette ceinture rouge symbolise vraiment cette fermeture, on ferme, on... il y a comme une séparation, on crée une séparation, une coupure. Donc, au tout début du livre, il va la croiser à un événement qui s'appelle la Semaine de la haine, où en fait, eh bien, on diffuse des images d'une grande violence et les gens expriment leur haine envers Goldenstein, qui fait partie de ceux qui ont inséminé on va dire, des idées de résistance. Et donc il y a comme ça cette haine qui est déversée, et Winston en fait il croise Julia et il a tout de suite cette forme d'attraction et de répulsion envers elle. C'est-à-dire que les premières images qu'il a pour elle, c'est cette attraction mais qui se traduit par une forme de violence. Plus tard dans le livre, Winston et Julia vont donc se rapprocher,
vont trouver une chambre chez un antiquaire qui est situé chez les prolétaires, où ils vont aller se retrouver dans une chambre, où ils vont explorer leur attirance à travers notamment la sexualité et une forme d'affection. Alors moi, depuis le début, je trouvais ça un peu bizarre dans le sens, ça a le cadre d'une relation d'amour, on sent de l'affection pour l'un et l'autre, puisqu'en fait, ils brisent un tabou dans le parti, en vivant notamment leur sexualité, puisque c'est interdit normalement. Mais cependant, moi, depuis le début, je me disais, c'est bizarre, mais je sens pas une vraie relation d'amour. Je sens qu'il y a cette attraction du fait du contexte, mais il y a une forme aussi de répulsion. Et ça, je l'ai raconté à travers ce passage tout premier où Winston a vraiment un sentiment de haine, de violence envers Julia, mais qui va se transformer peu à peu dans cette attraction, cette tendresse, même s'il s'appelle Mon amour. En fait, il y a un moment clé, c'est en fait, ils expliquent l'un et l'autre que le moment où peu importe s'ils sont attrapés, à partir du moment où ils se trahissent l'un et l'autre, où ils trahissent cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, s'ils en arrivent à ce moment-là, eh bien ça veut dire qu'en fait ils ont abdiqué et que voilà, l'espoir n'a pas lieu. Au cours de l'histoire, voilà, ils vont vivre leur histoire et à un moment, eh bien ils se font attraper et donc ils vont aller chacun dans des cellules différentes et nous on va suivre le parcours de Winston au ministère de l'amour et c'est là en fait où comme tout est inversé, c'est là où a lieu toutes les tortures et donc il va vraiment subir plusieurs tortures qui vont chercher à tout simplement le lobotomiser, le faire complètement abdiquer à la pensée de Big Brother et ça passe voilà, par tout un tas de questions, de remises en question. Mais Winston, malgré la souffrance, malgré la douleur, il n'abdique pas. Il y a toujours une partie de lui qui lui dit mais non, ce n'est pas juste. 2 et 2 font 4, ne font pas 5. Il y a comme ça cette essence intérieure. Et il va jusqu'à même l'exprimer auprès d'O'Brien, donc qui est le tortionnaire, qui est, peu importe tout ce que vous cherchez à détruire, il y a un principe supérieur, un esprit supérieur qui fait que tôt ou tard, en fait, vous allez échouer. Et O'Brien lui demande s'il croit en Dieu, s'il parle de Dieu, et lui, il lui dit non, pas Dieu comme on l'entend, donc dans cette image, dans toute cette imagerie qu'on a fait de Dieu, mais il parle bien d'un esprit supérieur, qui est au final ce qu'on entend vraiment de Dieu, mais il y a comme ça un esprit supérieur qui permet aux hommes, peu importe, de se réveiller. Et ça, il le vit lui-même, Winston, parce que il est né dans toute cette grande supercherie, mais pourtant il a cet esprit intérieur qui le guide, qui est sa boussole, qui lui permet de ne pas accepter et au contraire de se rebeller et de se mettre en opposition par rapport à ce qui n'est pas juste, à ce qui est inversé pour remettre tout ça à l'endroit. Et sauf qu'à la fin, la torture, ils vont dans la salle 101, cette fameuse salle de torture extrême. Et face à cette dernière torture, Winston abdique et dit tout simplement « Ne me le faites pas à moi, faites-le à Julia ». Et à partir de là, la trahison est posée. Nous qui, depuis le début, on s'est dit « Il y a un espoir, s'ils ne se trahissent pas eux-mêmes, il y a cet espoir que, en fait, il y a toujours cet espace intérieur qui est en lien avec le sentiment. Même si on peut faire croire n'importe quoi au mental, il y a ce sentiment intérieur qui existe et qui n'est pas bafoué. Et là, on tombe des nues, on est là, mais en fait, ils se trahissent. Et même plus tard, il y a une scène où ils se revoient après avoir été complètement lobotomisés, ils se recroisent. Et là, en fait, ils se recroisent, mais c'est complètement froid entre eux. Tout ce qui était de l'ordre de l'attraction, là, il n'y a même pas cet phénomène d'attraction-répulsion, c'est juste ils se croisent, ils se disent oui, on s'est trahi. Winston ne reconnaît pas Julia qui a complètement changé de physique, mais on le comprend. Et comme ça, ils se quittent en se disant on s'est trahi et avec un froid total. Et on s'est dit ah quand même, ah ouais, donc là, il n'y a vraiment plus d'espoir. Et c'est là où je me suis dit mais non, 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 moi je n'entends pas ça, je sens qu'il y a autre chose, je sens que George Orwell, justement, il veut nous parler d'autre chose. Et ce autre chose se trouve en fait dans le rapport à la mère de Winston. Toute l'énigme de 1984 se situe dans le personnage de la mère qui est en fait, c'est parce qu'il a en fait eu sa mère
que Winston peut vraiment avoir cet espace pur à l'intérieur de soi, cet espace du souvenir, parce que la plupart des souvenirs de Winston sont reliés à sa mère, et que le pays doré, donc cet espace intérieur de paix, de calme, détendu, en lien avec le rêve, eh bien il en fait référence, George Orwell, juste après un souvenir avec sa mère. Donc on voit que tout ça est corrélé. Et en fait, sa mère, à Winston, il en fait un portrait voilà, que je trouve des plus intéressants. Et j'ai envie de vous lire certains passages qui touchent du coup à la maman de Winston. Parce que c'est vraiment une clé super importante pour comprendre ce que George Orwell a voulu nous raconter et où se situe l'amour. Parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la relation de Julia et Winston, c'est pas une relation d'amour, c'est une relation de désir. Et il y a une différence entre le désir et l'amour. Et en fait, Winston désire Julia, il a cette forme de désir, d'où l'attraction et la répulsion, mais ce n'est pas de l'amour. Et en fait, le vrai amour, la vraie clé de ce récit se trouve dans l'amour de la mère pour Winston, et du coup, cet amour que Winston a pour sa mère, même si c'est pas dit concrètement, il y a en fait, c'est comme si ça avait laissé une trace en lui indélébile, et cette trace indélébile de l'amour, du vrai amour maternel, c'est vraiment sa boussole, ce qui va lui permettre en fait de dépasser toute cette peur, toute cette manipulation infligée à l'extérieur, et malgré la souffrance, cette boussole va l'accompagner jusqu'au bout, et quand je dis jusqu'au bout, on va le voir très bien après. Mais juste avant, j'ai envie de vous raconter et de vous lire des passages concernant la maman de Winston, parce que les rêves qui sont en lien avec elle ont toujours une forme de tendresse. Il y a même un mot qui le décrit très bien, c'est le geste du bras enveloppant, et qui est en fait un geste du bras qui est enveloppant, protecteur, et qui en fait a lui-même une signification du rêve et de l'impact de la maman de Winston en lui. Et en fait, elle représente toujours ce bras protecteur, ce bras enveloppant qui permet en fait de garder la pureté du cœur et de cet espace intérieur que je vous ai décrit. Donc déjà, pour parler du rêve, on a le lexique, un champ lexical qui est du rêve vaste, lumineux, un paysage après la pluie. Donc on sent vraiment que ça transpire l'espoir. Et il y a aussi cette phrase que je trouve très intéressante: tout s'était passé à l'intérieur du presse-papier en verre, mais la surface du verre était le dôme du ciel, et à l'intérieur de ce dôme, tout était plongé dans une claire et douce lumière qui permettait de voir à des distances infinies. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette lien, en fait, cette lumière qui est là, qui est présente, cet espoir qui est présent. Et il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante, c'est que dans le récit de la maman de Winston, en fait, par amour, on comprend qu'elle s'est sacrifiée pour lui, pour qu'il reste en vie. Et ça, si vous vous souvenez, dans Harry Potter, il y a aussi ce truc où la maman de Harry Potter se sacrifie pour lui face à Voldemort. Et en fait, ce sacrifice d'amour va lui donner toute la force, toute la puissance pour faire face en fait aux forces obscures, et trouver en fait cette puissance en soi, pour en fait garder cette connexion à la lumière, et ne pas plonger dans le grand scénario de l'ombre, et passer du côté obscur de la force, si je puis dire. Donc il y a vraiment cette notion, le sacrifice maternel, c'est vraiment en fait, on va dire, le geste d'amour ultime, l'amour ultime. Et quand il a lieu, c'est comme un bagage qui est donné donc à l'enfant qui porte cette mémoire. Il y a comme cette empreinte d'amour qui est un peu protectrice et à la fois boussole. Et ça va vraiment accompagner Winston tout le long du livre. Alors après, il y a un autre passage. C'est le corps de la mère de Winston qui est décrit comme volumineux, proportionné, robuste, solide. On sent que c'est un corps de femme forte, qui porte, qui protège. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a un autre lien avec autre chose à la fin du livre, mais j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite. J'ai d'abord envie de vous lire ce passage sur la mer, et je vais vous faire le lien avec la fin du livre, parce que en fait, il y a une clé qui nous est donnée là aussi. Donc, il y a ce corps sculptural
Et cette mère, en fait, qui est dans le don, un don d'amour incroyable, à travers notamment cette phrase, sa mère était tout à fait prête à lui donner plus que sa part. Euh, donc, il aurait aimé... Alors voilà, ça c'est le passage, je pense, le plus important. Il aurait aimé continuer à parler de sa mère, d'après ce qu'il pouvait s'en rappeler. Il ne pensait pas qu'elle eût été une femme extraordinaire, encore moins une femme intelligente. Donc ça, c'est vraiment tout ce que demande le parti, c'est d'avoir des hommes intelligents, donc hommes avec un grand H, intelligents et extraordinaires, en faire des surhommes. Et là, Winston il nous explique que sa mère, c'était pas une personne extraordinaire, c'était pas une femme dont le mental était d'une intelligence telle que le parti l'entend. Mais elle possédait cependant une sorte de noblesse, de pureté, simplement parce que les règles auxquelles elle obéissait lui étaient personnelles. Donc sa mère avait déjà cette boussole intérieure. Ses sentiments lui étaient propres et ne pouvaient être changés à l'extérieur. Elle n'aurait pas pensé qu'une affection inefficace, elle n'aurait pas pensé qu'une action inefficace et par là dépourvue de signification. Quand on aimait, et quand on n'avait rien d'autre à donner, on donnait son amour. Et ça, c'est la phrase la plus importante du livre, même s'il y en a d'autres en vrai. Mais j'avoue que cette phrase-là est incroyable. Quand le dernier morceau de chocolat avait été enlevé, la mère avait serré l'enfant dans ses bras. C'était un geste inutile qui ne changeait rien, qui ne produisait pas plus de chocolat, qui n'empêchait pas la mort de l'enfant ou la sienne, mais il lui semblait naturel de le faire. La femme réfugiée du bateau avait aussi couvert le petit garçon de son bras, qui n'était pas plus efficace contre les balles qu'une feuille de papier. Le parti avait commis le crime de persuader que les impulsions naturelles, les sentiments naturels étaient sans valeur, alors qu'il dérobait en même temps à l'individu tout pouvoir sur le monde matériel. Donc voilà, donc on comprend en fait que cette maman a légué à Winston un amour incroyable et qu'est-ce que l'amour véritable. Et on comprend que la relation avec Julia, en fait, c'est juste une relation de désir. Et donc, on comprend mieux pourquoi à la fin, il est prêt à la trahir. Et quand il la revoit, et bien, en fait, ce désir s'est envolé. Mais par contre, cet amour que sa maman lui a légué a bien laissé une empreinte indélébile. Et d'ailleurs, c'est un lien avec une phrase très importante pendant le livre. C'est s'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. Et ça, c'est pas une phrase anodine, et c'est vraiment une vraie intuition qu'a Winston, tout simplement parce que à la fin du livre, juste avant de se faire arrêter, donc il faut que je retrouve la page. Alors, en fait, là, on va faire un gros lien et on va bien comprendre un truc assez incroyable dans l'histoire. Donc depuis le début, Winston il a cette intuition que en fait il y a un changement qui peut avoir lieu, c'est chez les prolétaires. Et juste avant de se faire arrêter donc avec Julia et d'aller à la torture, il y a une dernière scène donc dans la chambre qu'ils occupent où en fait Winston regarde par la fenêtre. Et en fait, tout le long de l'histoire, pendant les moments où ils sont dans cette chambre, depuis la fenêtre, ils voient en fait une femme étendre son linge, chanter, donc qui fait partie des prolétaires et qui représente en fait, qui symbolise toute la dimension maternelle. Et en fait, cette femme prolétaire qui représente et symbolise cet aspect maternel, eh bien, elle est en lien direct et elle fait un écho direct avec le souvenir de la mère de Winston, qui était cette femme, cette mère qui était prête à donner sa vie pour ses enfants par amour. Et cette femme, en fait, dans la façon dont elle est décrite, dans son corps, dans les mots qui sont utilisés pour décrire son aspect, donc on retrouve un corps robuste, des bras épais, une puissante croupe saillante de jument. Et en fait, tout ça, ça fait écho au propre corps de la mère de Winston. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques. Et en fait, quand il voit cette femme, et ça lui rappelle sa mère, ça lui redonne cet espoir. Et quand il voit cette femme à la fin, donc juste, c'est vraiment la scène juste avant où ils sont arrêtés, il voit cette femme, donc il la décrit comme je viens de vous la décrire. Il dit
pour la première il se rendit compte pour la première fois qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu à l'idée que le corps d'une femme de 50 ans épanouie, en des dimensions monstrueuses par les maternités, puis endurci, rendu rugueux par le travail, jusqu'à être un grain des plus grossiers que celui d'un navet, trop mûr, pouvait être beau. Mais il était beau, et après tout, pourquoi il ne le serait pas? Le corps solide et informe comme un bloc de granit et à la peau rouge et rugueuse avait le même rapport avec le corps d'une fille que le fruit de l'églantier avec une rose. Pourquoi le fruit serait-il tenu pour inférieur à la fleur? Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le fruit, donc cette femme prolétaire, voilà, cette mère, cet aspect nourricier, est vu comme un fruit. Donc le fruit, en fait, c'est ce qui nourrit. Ça nourrit, ça vient vraiment nourrir dans le corps. Il y a quelque chose de physique. Le fruit, une fois qu'on a fini, à ce noyau qu'on va replanter pour refaire un arbre et puis continuer ce cycle. Serait-il tenu pour inférieur face à la fleur? Et la fleur, en fait, c'est plus subtil ce qu'elle offre. C'est quelque chose d'assez, on va dire, pas superficiel, parce que dans le monde courant, une fleur, c'est pas superficiel, ça a son rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fruit représente vraiment l'amour qui nourrit, alors que la fleur représente le désir qui est voué à s'évanouir. Et donc là, on fait face et on comprend enfin l'enjeu du livre, c'est-à-dire la relation avec Julia, c'est cette fleur qui est vouée à s'évanouir, ce désir, alors que le fruit offert par sa mère qui la nourrit et qui représente en fait ce noyau maintenant dont il est le gardien qui peut replanter pour continuer ce cycle de vie en fait et d'amour, eh bien il est en lien avec cette mère, il est en lien avec cette femme qu'il observe depuis la fenêtre, depuis le début et qui est là sous nos yeux. Nous, on s'attarde sur la relation avec Julia. Et voilà, notre regard, tout le livre, nous accapare sur la relation de désir avec Julia. Et pourtant, George Orwell nous ouvre cette fenêtre qui est l'espoir. Et cet espoir est bien chez les prolétaires, chez cette femme qui incarne l'amour en fait. Et c'est pour ça que c'est super important, c'est parce qu'il y a d'autres phrases en fait qui viennent confirmer ça. C'est à la fin, donc dans ce passage, il dit: la femme d'en bas n'avait pas d'esprit, elle n'avait que des bras forts, un cœur ardent et un ventre fertile. Et ça, oh mon Dieu, comme c'est important ce cœur ardent, cet amour, pour pouvoir en fait mettre à bas cet obscurantisme, le dépasser, l'éclairer, ce ventre fertile, ça veut dire un ventre fertile, il porte en fait toute la dimension de création, alors que le ventre de Julia, il est ciselé avec cette ceinture rouge qui le coupe de toute dimension créative, de création. Parce que Julia, elle a un peu cet aspect suicidaire aussi, quelque part, qu'on retrouve dans sa façon de fonctionner, de penser. Alors que là, on a cette femme au cœur ardent et au ventre fertile. Et ça, c'est chez les prolétaires. Et c'est cette promesse que nous fait George Orwell à travers cette fenêtre qui nous ouvre, cette fenêtre d'espoir. C'est l'espoir se trouve ici. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et plus bas, on peut lire: le respect mystique que Winston éprouvait à son égard était mêlé à l'aspect du ciel pâle et sans nuages qui s'étendait au loin derrière les cheminées. Donc on voit en fait qu'il y a une promesse qui nous est faite, malgré la fin brutale, tragique et on peut dire qui semble sans espoir. George Orwell, en fait, depuis le début, il nous peint un monde inversé, où pour comprendre le sens profond des choses, retrouver la vérité, la justesse, il faut inverser. Il faut aller dans le miroir, non pas de ce qui nous est montré, de ce qui nous est dit, mais de ce qui nous est plutôt miroité, caché. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve ça incroyable et que la lecture, elle a un double sens. Euh... Et il dit à un moment: et cependant presque exactement les mêmes, des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui emmagasinaient dans leur cœur, leur ventre et leurs muscles la force qui un jour bouleverserait le monde. Voilà, phrase encore incroyable.
Et là, il plante vraiment tous les germes d'espoir. Je sais que je le répète beaucoup, mais pour moi, en fait, 1984, c'est, on en parle beaucoup comme un livre de référence par rapport à un référentiel anxiogène. Alors oui, au premier abord, je dis oui, parce qu'il nous donne aussi des clés de compréhension de voir le monde là où on est manipulé, là où on est détourné, cette gouvernance qui a lieu et en fait qui détourne les gens de la vérité, du juste. Ça, c'est un premier point important et c'est vrai et elle est importante d'autant plus aujourd'hui dans notre façon de voir la société. Mais là-dedans, George Orwell, il nous fait un cadeau extraordinaire. Il nous dit, mais malgré ce tableau très noir, il y a un espoir. Et cet espoir, il faut aller le chercher, non pas dans l'illusion, mais dans une forme de vérité. Je m'entends là-dedans parce que cette femme, Winston la voit, et jusqu'à maintenant, ben, en fait, elle décrivait un truc un peu qui n'était pas attirant pour les yeux. Donc voilà, il la regardait, mais il voyait pas sa beauté. Jusqu'au jour où ça y est, enfin il comprend le sens profond de sa beauté, donc c'est-à-dire que la vérité, la beauté est allée chercher là où on ne l'attend pas. Alors que Julia, quand il voit cette femme, elle dit ah oui, bah, elle a des hanches très larges, voilà, elle voit pas sa beauté, c'est pas évident. Donc c'est pour nous dire que la vérité, la beauté, le juste ne se trouve pas là où c'est évident et qu'il faut inverser, retourner pour retrouver en fait l'alignement et le sens profond des choses. Euh, alors, et on le voit un peu plus tard, l'avenir appartenait aux prolétaires. Tôt ou tard, la force deviendrait consciente et agirait. Les prolétaires étaient immortels. On ne pouvait en douter quand on regardait la vaillante silhouette de la cour. Donc encore qui fait référence à la silhouette de sa mère qui est décrite beaucoup plus tôt dans le livre. Euh, et jusqu'à ce moment, même s'il n'arrivait que dans 2000 ans, il resterait vivant malgré les intempéries, comme des oiseaux transmettant d'un corps à l'autre la vitalité que le parti ne pouvait partager et ne pouvait tuer. De ces reins puissants, une race d'êtres conscients devait un jour sortir. On était des morts, l'avenir leur appartenait, mais on pouvait partager ce futur en gardant l'esprit vivant, comme ils gardaient le corps et en transmettant la doctrine secrète que 2 et 2 font 4. Et ça, c'est un peu la boussole de la vérité, 2 et 2 font 4, parce que quand il va être torturé, Winston, en fait, O'Brien, qui le torture, veut lui faire croire que 2 et 2 font 5. Et donc, en fait, il va être manipulé, il va tenir cette connaissance intérieure que 2 et 2 font 4, jusqu'au moment, en fait, la souffrance va être tellement grande qu'il va abdiquer. Et cette abdication va avoir lieu avec, là encore, une scène très importante, c'est la scène de torture dans la salle 101. Donc en fait, c'est une salle de torture qui s'adapte aux plus grandes peurs des gens. Et donc la plus grande peur des gens, elle avait déjà été mentionnée plus tôt dans le livre avec un souvenir, un rêve même que fait Winston avec des rats. Et il va être comme ça pris de peur, pris de panique. Parce qu'il fait dans un premier temps donc ce rêve avec les rats et il exprime cette aversion pour les rats, qui fait naître en lui une peur, un malaise. Et là, dans cette salle de torture, en fait, on va lui mettre comme un masque où il va y avoir des rats. Et quand on va lever le petit levier, les rats vont venir s'engouffrer en fait dans le masque pour venir tout simplement ronger son visage. Donc en termes de torture, je pense qu'on est dans un truc high level. Mais en fait, plus que la torture elle-même, parce qu'il a déjà subi des tortures quand même déjà très violentes, plus que la torture elle-même, les rats symbolisent la plus grande peur de Winston. Et en fait, ces rats sont associés directement au souvenir de sa mère. Ça, on le voit très bien dans le film. On voit en fait un corps par terre avec des rats. Et on ne comprend pas si c'est sa mère ou pas. Mais en tout cas, moi, de ma théorie, les rats symbolisent vraiment cette peur en lien avec les souvenirs avec sa mère à un moment précis. Et du coup, qui sont l'opposition de l'amour. Donc c'est pour ça qu'il a autant peur. Et c'est à ce moment-là où en fait il va complètement renier, trahir son sentiment par Julia parce qu'en fait, face à cette peur, il va dire faites-le à Julia, c'est-à-dire il renonce, il renie tout amour pour elle au point de vouloir la vendre. Et là, c'est là où on se dit
oh mon Dieu, donc en fait, il n'y a plus aucun espoir. Et c'est là où justement l'espoir continue parce que, et oui, c'est ça qui est incroyable dans ce livre, c'est même quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, eh ben il y en a. Et en fait, tout à la fin, donc il revoit Julia, comme je vous l'ai dit, ils se recroisent, mais c'est un froid total, l'attraction n'est plus tout là. Bah maintenant, on le comprend mieux parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, il s'agissait de désir et non pas d'amour. Parce que le désir est voué à disparaître, à s'essouffler, alors que l'amour, lui, ça reste pour toujours, est immortel. Comme il en parle chez les prolétaires, où cet amour, en fait, il a encore une résonance et il peut être ce levier qui permet de contrer Big Brother. Et en fait, tout à la fin, donc, il croise Julia une dernière fois. Juste après l'avoir croisée, il retourne donc au Châtaignier, au bar où il est. Et un souvenir qu'il n'avait pas cherché lui vint à l'esprit. Il vit une chambre éclairée par une chandelle et meublée d'un grand lit recouvert d'une courte pointe blanche. Lui alors, un garçon de 9 ou 10 ans, se trouvait assis sur le parquet. Il agitait un cornet de dés et riait avec excitation. Sa mère, assise en face de lui, riait aussi. Ce devait être environ un mois avant sa disparition, donc la disparition de la mère de Winston. C'était dans un moment de réconciliation. La faim qui rongeait son ventre était momentanément oubliée et l'affection qu'il avait portée à sa mère était revenue pour un instant. Donc là, on voit comme ça que cet amour revient malgré toute la lobotomisation qu'il a eue, malgré tout ce qu'il a renié. Et ben en fait, cet amour, il se fraye un chemin et il est encore présent. Et malgré tout ça, il vient faire une résurgence pour le rappeler à cet espace intérieur qui est encore pur. Et on voit bien que c'est pas Julia qui l'a ramené à ça, c'est vraiment ce souvenir de sa mère, cet amour incroyable, indéfectible, qui est encore présent malgré tout ce qu'il a vécu. Alors, donc là, en fait, les deux enfants s'ennuient dans la chambre et la mère, en fait, propose d'aller acheter un jouet. Elle revint avec une boîte en carton qui contenait un attirail d'échelles et de serpentins. Winston retrouvait encore l'odeur du carton humide. C'était un assortiment misérable, et malgré cet assortiment misérable, le souvenir est extraordinaire. Winston avait regardé le jeu d'un air maussade et sans intérêt, mais sa mère avait alors allumé un bout de bougie. Éclairer, mettre la lumière. Et il s'était assis sur le parquet pour jouer. Bientôt Winston était follement excité et se tordait de rire, à voir les puces grimper les échelles avec espoir, puis glisser au bas des serpentins et revenir presque au point de départ. Ils jouèrent 8 parties, en gagna 4. Sa petite sœur était sur le traversin, donc là je résume, était sur le traversin et elle riait. Pendant un après-midi entier, ils avaient été heureux ensemble comme dans sa première enfance. Winston, donc là, repousse l'image de son esprit. C'était un souvenir erroné. Donc là, c'est toute sa lobotomie qui revient, qui veut reprendre le dessus, son mental. C'était un souvenir erroné. Il n'a pas d'importance tant qu'on le prenait pour ce qu'il était. Et voilà. Et en fait, à la fin, à toute fin, vraiment le livre se termine sur cette phrase. Où donc il y a une victoire donc du parti et donc Winston crie à la victoire avec tout le monde et des larmes commencent à couler et il y a marqué la lutte était terminée, il avait remporté la victoire sur lui-même, il aimait Big Brother. Donc là on se dit wow, en fait le livre se termine tellement mal, c'est comme j'ai dit un peu un gros coup de massue parce qu'on se dit wow. Je me souviens quand j'avais montré le film à une copine, je lui ai dit tu vas voir c'est un film, c'est super beau à la fin. Elle a vu le film, elle m'a dit Jade, le film était intéressant mais j'ai vraiment pas compris pourquoi tu me disais que c'était beau quoi. Alors que moi j'avais trouvé le film beau parce que j'avais trouvé que malgré tout ce contexte où l'obscurité s'installe et est totale, eh bien, il y a, comme je l'ai dit, cet espace intérieur, et pour moi, ce mot est trop important, cette boussole intérieure du cœur qui fait que, eh ben, malgré tout, eh ben, on reste aligné. Malgré la plus grande des tortures, eh bien, on reste aligné à ça, et ça, c'est une grandeur intérieure qui nous dépasse. Et, quand j'ai lu le livre, eh ben, je me suis dit, en fait, cette grandeur, elle n'est pas aussi bien expliquée dans le film,
mais elle a toute sa place, voilà, avec le personnage de la mère, tous ces souvenirs qui sont présents et cet amour. Et quand Winston dit donc l'espoir se trouve chez les prolétaires, cette phrase, elle est vraie et elle se vérifie. Et Orwell nous donne des pistes, des vraies pistes, à travers cette dernière scène, comme je l'ai dit, où ils vont se faire arrêter. C'est la fin, mais pas la fin. C'est la fin pour eux, c'est la fin de ce désir, c'est la fin d'une forme d'illusion, mais en fait, à travers la fenêtre qui nous est donnée de cette femme prolétaire qui porte tous les aspects maternels, tout le souvenir de la mère de Winston, tout cet amour qu'elle incarne à travers la forme de son corps, à travers ce qu'elle symbolise, eh bien, elle représente l'espoir et on comprend que même si le livre se termine sur ces phrases, voilà, j'aime Big Brother, et bien en fait, il nous passe le relais et tout l'espoir, voilà, est chez les prolétaires. Et vraiment, et ça se témoigne, la vidéo commence à être longue. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur 1984 et les pistes que nous offre George Orwell. Il va y avoir différentes thématiques, mais pour moi, j'avais envie de commencer par ce sujet-là, parce que pour moi, voilà, il y a de la lumière dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière dans l'obscurité, et cette lumière se retrouve toujours à l'intérieur de nous. Même si l'extérieur peut paraître chaotique, obscur, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est en lien avec l'actualité et ce qu'on va traverser dans les temps à venir. Eh bien, il y aura toujours cette boussole intérieure, cet amour qui est là pour nous guider, nous révéler et surtout nous rappeler là où se trouve le juste, là où se trouve la vérité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez lu le livre, vos ressentis. C'est très riche. Je dois vous avouer, quand vous voyez le livre, la façon dont je l'ai annoté, j'ai mis plein de petits post-it au début pour vraiment m'y retrouver. J'ai fait des fiches, mais je m'en suis tenue à mon fil conducteur intérieur en vous lisant des passages et tout. Peut-être que je ferai un format écrit où ce sera vraiment plus détaillé. Peut-être que je reviendrai sur certains aspects. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier dans ce que je vous ai déjà partagé dans la vidéo. Comme ça, je pourrais vraiment faire une pastille où là, je vais vraiment explorer avec plus de précision ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une suite de 1984 où là, on va aller explorer d'autres thématiques et davantage en profondeur. Et voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.